Alors ça, c'est une sculpture qui représente, enfin qui fait la synthèse de deux choses, un élément architectural et un élément organique. Donc c'est une architecture vivante en quelque sorte. Et donc ça c'est la face interne de la sculpture, c'est la face interne de l'architecture, c'est celle qui évoque un cœur qui ruisselle, qui dégouline, qui se répand complètement, qui se liquéfie. Et l'autre face, elle représente le château de Tarascon. Donc voici, les faces. Alors c'est très librement inspiré du château de Tarascon évidemment, parce qu'on ne le reconnaît pas. J'avais au départ un plan assez, très rigoureux, et puis je l'ai laissé évoluer et se dandiner, se gondoler. Alors la sculpture s'appelle La danse du château, elle a été réalisée pour l'exposition organisée il y a 2 ans, qui s'appelait Bêtes, monstres et bestioles. Et donc c'est le château frappé par une sorte de virus, le virus de la syngite, et qui se met à gesticuler. Et alors l'exposition de mes œuvres avait lieu dans la chambre du roi René. Et je voulais faire un lien avec à la fois le château et l'œuvre du roi René, notamment le livre du cœur d'amour épris et le mortifiement de vaine plaisance, dans lequel en fait il raconte l'histoire d'un cœur qui on va dire sort de son corps. Donc c'est la fiction du cœur arraché, et qui ensuite se transforme en un personnage qui va vivre sa vie et qui à la fin du livre doit mourir pour renoncer aux passions. Donc c'est une vision assez exigeante et pessimiste de la vie, et donc je voulais raccrocher la présentation de mes œuvres au lieu en créant cette sculpture, voilà, qui avait donc ces 2 facettes, une facette plus géométrique et une facette organique. Alors cette sculpture s'appelle Confidence sur la potence, et donc je vais raconter l'histoire de cette sculpture. Elle est composée de 3 éléments. Alors il y a une potence en bois, voilà, c'est blanche. Il y a un masque. Alors le masque est en bronze, mais la patine est une patine qui donne l'impression qu'il est en cuir. Et on imagine que celui qui l'a porté, en fait, l'a enlevé, l'a posé sur cette potence, et du coup il s'est dégonflé, il s'est déformé. Et puis ça fait tellement longtemps qu'il est là qu'il s'est même enquisté dans le bois. On voit que le bois s'est creusé à cet endroit-là, tellement il est lourd. Et bon, sur la potence, il est mort évidemment. Et c'est le petit squelette qui est là, c'est comme son spectre en fait, hein. Son spectre qui s'est levé au moment où il mourait. Son spectre ou son compagnon, en fait, c'est peut-être aussi 2 personnages. Et puisque ça s'appelle Confidence, en fait, il s'agit du moment où les 2 se racontent comment ça se passe après la mort. Alors, moi ça va, écoute, c'était rapide, mais maintenant ça y est, je me sens plus léger. Bon, très bien, je pense que tu vas rester là encore un petit moment parce que tu as l'air de ne pas pouvoir beaucoup bouger, mais moi je vais repartir faire un tour. Voilà, c'est ce genre de situation qui, on va dire, assez légère, assez drôle, mais qui met en scène 2 personnages qui sont quelque part assez monstrueux, et en fait c'est ça l'intérêt, c'est de recréer de la poésie autour de la monstruosité, de la légèreté autour d'un thème qui en fait est un thème dramatique, hein. Voilà. Alors la sculpture qui représente les orang-outans, elle est née en fait il y a assez longtemps dans mon imagination, dans ma tête, hein. J'avais envie de représenter la tête d'un orang-outan de la même manière que le temple, c'est-à-dire tranché à la verticale pour créer une convergence entre les colonnes et les singes. Et c'était une idée que j'avais comme ça depuis pas mal de temps, mais je ne trouvais pas l'accroche, je ne voyais pas l'intérêt autre que plastique. Et il y a 2 ans, j'ai lu le livre d'Éric Orsena sur la route du papier, qui est une enquête sur le papier, sur la manière dont il est fabriqué, à quoi il sert, où est-ce qu'on le produit, etc. Et le sous-titre du livre, c'est « Petit précis de mondialisation ».
Et cette enquête l'emmène en Indonésie, à Sumatra, qui est une île, qui est l'île avec Bornéo, sur laquelle vivent les orang-outans, le seul endroit au monde où ils habitent, hein, et qui est ravagée par les producteurs d'huile de palme. En fait, la forêt primaire, elle est détruite. Toute la faune qui y vit disparaît petit à petit, et puis les surfaces les terres sont replantées de palmiers qui sont tous alignés. Et donc, ça montrait qu'en fait, il y avait un lien entre l'animal et l'écologie. C'est ça qui, du coup, m'a relancé dans cette sculpture. Et parce qu'à travers on va dire un sujet, ça permettait, enfin à travers un personnage, ça permettait de traiter de plusieurs sujets, ça permettait de traiter de l'empreinte environnementale que nous, lecteurs en Occident, nous avons, peut-être très indirectement notre rôle dans la déforestation en Indonésie. Et du coup, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de pouvoir traiter de manière aussi subtile de l'écologie. Du coup, pour travailler, j'ai ensuite été dans des zoos, j'ai regardé des photos, et puis finalement, je suis également allé au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, où j'ai pu travailler à partir d'un orang-outan qui venait de mourir. Et donc, j'ai fait un scan, donc une photographie 3D de son visage. En fait, c'est à partir de lui que j'ai réalisé ma sculpture. Voilà. Et alors ensuite, cette sculpture qui s'appelle fractal orang-outan, donc fractal dans le sens où chaque élément est un orang-outan, mais l'ensemble en est un également. L'intérêt aussi d'un point de vue plastique, c'est qu'il est, il présente deux aspects, en général, on va dire, peu présents en même temps dans une œuvre. C'est une face géométrique et une face morphologique. Et c'est ça qui en fait la beauté, je trouve, de voir les tranches parfaites qui créent un profil, qui créent comme un dessin, et puis de voir les faces qui, elles, sont sculptées, représentent la morphologie très réaliste de l'orang-outan, avec des postures de lèvres qui sont réelles, empruntées à des animaux, à des orang-outans vivants que j'ai vus que j'ai vu dans les zoos. Voilà. Et donc cette sculpture se décline en plusieurs éléments. Alors d'abord, elle est présentée sur une grande feuille de bois de plaquage pour rester dans la thématique de l'exploitation forestière. Et puis la thématique du découpage. On découpe les orang-outans. Alors il faut savoir que sur place, certains sont parfois découpés à la scie électrique. Donc on reste dans la thématique de la feuille, de la tranche. Et puis au sol, j'ai posé deux objets que j'avais ramenés d'Afrique à une époque où j'y vivais en Côte d'Ivoire. Et j'avais trouvé chez un antiquaire, c'est deux jouets, voilà, donc deux jouets en bois. C'est un bois qui est sculpté et qui est même doré. Il y a des restes de feuilles d'or de l'époque. Donc c'est pour apprendre aux enfants à faire la guerre, à se défendre, attaquer et puis à devenir les maîtres du monde. Voilà. Donc c'est ça aussi l'intérêt de les placer là, c'est de montrer qu'avec finalement des jouets d'enfants devenus adultes, on ne recule plus devant rien et puis on fait ce qu'on veut du monde. Avec tous les dégâts que ça peut causer. Voilà. Je ne voulais pas faire autant de morale que ça, mais en tout cas, ça fait partie de l'œuvre, et puis on est toujours dans le même univers du bois. L'autre sculpture qui fait partie du même groupe, c'est celle-ci. Donc toujours la tête de l'orang-outan qui est tranchée, mais qui est devenu végétal. En fait, l'orang-outan, c'est un animal qui est tellement... c'est donc un singe arboricole qui se déplace de manière très rapide dans les arbres, mais quand il est au sol, il est presque végétatif, il est très peu mobile,
Et donc du coup, je trouve il a vraiment une dimension, il est pratiquement comme un végétal. Et donc là, on retrouve cette composante-là dans la sculpture. Alors dans ce projet que j'avais appelé Fractal Orang-Outan, j'avais envie de prendre chacun des éléments de la sculpture et de les utiliser comme les lettres d'un alphabet et de créer des mots à partir de ces éléments. Et donc du coup là on a un exemple d'une sculpture qui s'éloigne beaucoup du sujet initial. On ne reconnaît plus du tout l'orang-outan. Alors on reste dans la thématique écologique, on retrouve les éléments sculptés à partir de la tête de l'orang-outan, mais on part dans une autre direction. C'est quelque chose de presque abstrait en fait. Ça, c'est la sculpture à laquelle je suis en train de travailler en ce moment. Donc, c'est toujours une déclinaison de mes têtes de Toubo. Toubo, c'était le nom de l'orang-outan que j'ai moulé au Muséum d'histoire naturelle. Et donc, du coup, voilà, on a encore une variation autour des éléments que j'ai créés à partir de cette tête. Et là, on a pratiquement toute la famille d'orang-outans de la forêt. Ils seront positionnés, ils seront espacés comme ceci. Ils seront à la verticale et ils auront également une composante moussue à l'arrière du crâne. Et donc d'un côté, on aura l'impression de rentrer dans une sorte de forêt, de ne voir qu'une grosse masse végétale et verte. Et puis quand on contournera la sculpture, on découvrira les têtes des orang-outans. Voilà. Donc à la fois il y a la dimension animale, il y a la dimension végétale, et puis il y a aussi une dimension qui est purement, on va dire, formelle. On verra des triangles, on verra des carrés, des ronds, et voilà, ce sera un vrai travail de sculpture complet. Alors ça, c'est le dernier avatar de Toubo. C'est donc, il est traité comme Janus, c'est-à-dire avec deux têtes qui sont opposées, dans des sens opposés l'une à l'autre, hein, et qui donc ne se voient jamais au même moment. Et je l'ai encore traité d'une manière complètement différente, traitant les faces et les côtés comme des sujets complètement distincts les uns des autres, hein, en les taguant, utilisant comme une paroi de caverne sur laquelle je pouvais faire tous les hiéroglyphes que je voulais. Voilà. Et donc du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de mélanger les styles, et donc d'avoir quelque chose d'assez classique et quelque chose d'assez, on va dire, libérateur dans la même œuvre. Voilà, c'est pour ça que les yeux sont très mal peints, qu'il y a une sorte de tête d'Halloween sur la face orange, mais qui cohabite bien avec les faces d'orang-outan.